On va définir dans ce paragraphe le dernier outil de comparaison pour des suites. Après la négligeabilité et la domination, on va voir ce que c'est que deux suites équivalentes. Donc on va définir le symbole qui est ici et qu'on va rencontrer assez couramment dans l'étude des suites convergentes ou divergentes. Donc, comme pour la domination et la négligeabilité, on va proposer pour définir ce symbole plusieurs définitions équivalentes. On retrouvera encore une fois des définitions pour comprendre, pour écrire, pour montrer. Là encore une fois, il faudra bien maîtriser ces notations et faire la part des choses quand on rencontrera un problème. Donc on va se donner deux suites réelles ou complexes. On dit que la suite UN est équivalente à Vn lorsque UN est égal à Vn plus un terme négligeable devant Vn. Ça c'est la définition au pied de la lettre. UN est égal à Vn plus une suite qui est négligeable devant Vn. Alors, une fois qu'on aura cette propriété réalisée, la notation consacrée, c'est cette espèce de mini-vague là, une espèce de S à l'envers, bon, c'est plutôt une espèce de mini-vague, pour indiquer que les deux suites sont équivalentes. Vous notez que, comme pour la négligeabilité et la domination, on ne met pas de parenthèse autour des éléments, on dira que les expressions UN et Vn sont équivalentes pour dire que les suites UN et Vn sont équivalentes. Alors, si on cherche maintenant à donner des définitions équivalentes, si encore une fois on suppose que les suites UN et Vn ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, qu'est-ce que cela signifie? Si vous écrivez le rapport UN sur Vn, vous allez récupérer que ce rapport c'est 1 plus un petit o de Vn divisé par Vn. Et on a vu tout à l'heure que lorsqu'on multiplie un petit o par une suite, on peut rentrer le petit o dans cette suite. Ce qui signifie qu'en divisant par Vn, on va récupérer 1 plus un petit o de 1. Donc on va récupérer que le rapport UN sur Vn, c'est simplement une suite qui converge vers 1. Donc là, on va simplement écrire que ceci est équivalent à UN sur Vn est une suite qui converge vers 1. Donc après le rapport de UN sur Vn est borné pour la domination, le rapport de UN sur Vn tend vers 0 pour la négligeabilité, eh bien la dernière notion, c'est qu'est-ce qui se passe quand le rapport tend vers 1. Alors évidemment, ça on peut l'écrire un petit peu différemment, on peut très bien dire, pour dire que ce rapport tend vers 1, si et seulement s'il existe une suite epsilon n qui converge vers 0, tel que UN va être égal à Vn facteur de 1 plus epsilon n. Donc là, on redécouvre que le rapport tend vers 1 en disant que le rapport UN sur Vn s'écrit 1 plus une suite qui tend vers 0. Ou alors, en développant, on récupère bien que UN est égal à Vn plus epsilon n Vn. Epsilon n Vn, c'est bien une suite qui est négligeable devant Vn, puisque c'est le produit par Vn d'une suite qui tend vers 0. Alors on peut dire de manière équivalente également qu'il existe une suite que je vais appeler Hn, qui converge vers 1, convergente vers 1, telle que UN va être égal à Vn multiplié par Hn. Donc là, on aura trois formulations différentes, même quatre formulations différentes, évidemment, si j'inclus la définition, pour parler de suite équivalente. Alors vous avez noté pour l'instant que dans la définition on dit UN est équivalente à Vn, ce qui induit quelque part une espèce de dissymétrie entre UN et Vn. On verra que bientôt, après une propriété qu'on démontrera dans 5 ou 10 minutes, on verra qu'on va bientôt pouvoir dire que UN et Vn sont équivalentes, puisque la relation être équivalente à, on va démontrer que c'est une relation qui est symétrique. Pour ça, patience. On va déjà commencer par voir quelques exemples de suites équivalentes. Commençons par des petits exemples très simples pour prendre la main sur la notion. Si on dit par exemple, imaginons qu'on connaisse la suite UN par son terme général, qu'on a par exemple 1 sur n plus sinus n sur n carré plus 1 sur n cube, et qu'on vous demande de déterminer
un équivalent du terme un lorsque n tend vers l'infini, un équivalent le plus simple possible. Alors on est au cœur du problème, puisque un ici s'écrit comme la somme de trois suites, et il s'agit de déterminer quelle est celle qui l'emporte sur les autres, autrement dit, récupérer les termes qui sont négligeables devant un troisième. Alors bon, il apparaît ici assez naturellement que cette suite elle va être équivalente à 1 sur n. La raison elle est simple, c'est que déjà le terme sinus n sur n carré, il est évidemment négligeable devant 1 sur n, tout simplement parce que le rapport entre les deux, le rapport entre sinus n sur n carré et 1 sur n, eh bien c'est égal à sinus n sur n. Et ici on a affaire au produit de sinus n qui est de borné et de 1 sur n qui tend vers 0. On sait que le produit d'une suite bornée et d'une suite convergente une suite convergente vers 0 converge vers 0. On obtient donc que ce terme-là est négligeable devant 1 sur n. Pour 1 sur n cube, on a déjà vu qu'une condition pour que 1 sur n alpha soit négligeable devant 1 sur n, c'est que alpha soit strictement plus grand que 1. Donc le terme 1 sur n cube est négligeable devant 1 sur n. Ce qui veut donc dire que un est donc égal à 1 sur n plus un terme négligeable devant 1 sur n plus un terme négligeable devant 1 sur n. Mais on sait que la somme de deux termes négligeables devant 1 sur n est négligeable devant 1 sur n. Donc on récupère finalement que un est égal à 1 sur n plus un terme négligeable devant 1 sur n. Donc on peut conclure avec la définition que un est donc équivalente à 1 sur n. Donc là en fait on vient de pointer dans notre exemple que les deux termes qui sont ici, ils sont bien négligeables devant le premier terme. Donc ils sont bien négligeables devant quelque chose de précis. Et on peut d'ores et déjà dire que le comportement grossier de la suite sera dirigé par la suite 1 sur n. Bon, ça, on verra ce qu'on peut dire de façon plus précise sur les propriétés du symbole équivalent. Pour l'instant, on applique la définition, on repère les suites négligeables. Ensuite, bon, on peut donner une autre suite pour se faire encore une fois une idée. Si on récupère n cube plus moins 1 puissance n sur n plus la suite 1 sur n carré, alors là c'est pareil, il n'est pas très compliqué de voir que le terme prépondérant, ça a l'air d'être n cube. Bon, on va le justifier rapidement. J'affirme que moins 1 puissance n fois n est un terme qui est négligeable devant n cube, tout simplement parce que le rapport entre ces deux termes-là est de l'ordre de moins 1 puissance n sur n carré. C'est encore une fois le produit de moins 1 puissance n qui est borné par la suite 1 sur n carré qui converge vers 0. Or, on a vu que le produit d'une suite bornée et d'une suite qui tend vers 0 tend vers 0, ce qui permet bien de dire que moins 1 puissance n fois n est négligeable devant 1 sur n cube. La suite 1 sur n carré est une suite qui tend vers 0, donc elle va être négligeable devant n cube qui tend vers l'infini. Le rapport est égal à 1 sur n à la puissance 5 qui tend vers 0, donc cette comparaison est immédiate. On va donc pouvoir dire que ces deux suites sont négligeables devant 1 sur n cube. Or, une somme de suites négligeables devant 1 sur n cube est négligeable devant 1 sur n cube. Donc, on récupère ici que Vn est équivalent à n cube. Alors, vous avez dit, j'ai dit quelque chose là, j'ai dit une somme de suites négligeables devant n cube est négligeable devant n cube. Effectivement, on a cette suite qui est négligeable devant n cube et cette suite qui est négligeable devant n cube. Alors il faut bien prendre en compte pour pouvoir utiliser cette propriété qu'on doit travailler avec des opérations algébriques. Donc ici en l'occurrence, j'ai deux suites négligeables devant 1 sur n cube. Ça marche aussi si j'en avais 3, si j'en avais 10, si j'en avais 1 milliard, bien sûr. Mais par contre, ça ne marchera pas si le nombre de suites que j'additionne, eh bien, dépend de n. On avait déjà vu que quand on ajoute un certain nombre de suites convergentes, on obtient une suite convergente. Par contre, quand le nombre de suites qu'on additionne dépend de n, on n'est plus dans le cadre des théorèmes algébriques du cours sur les suites. Évidemment, c'est exactement la même chose ici.
puisqu'une suite est négligeable devant une autre si le rapport tend vers 0. On sait qu'en ajoutant n suites, par exemple, qui tendent vers 0, on peut très bien obtenir une suite qui tend vers l'infini, hein, puisque 1 sur racine de n tend vers 0, si je l'ajoute n fois, j'obtiens racine de n qui tend vers l'infini. Donc ici, on a les mêmes problèmes algébriques, en quelque sorte, et donc il faut absolument que le nombre de termes que l'on additionne ne dépende pas de n pour pouvoir utiliser les opérations sur les petits taux. Alors, ça va être confirmé par ce que je vais dire à l'instant. Vous imaginez maintenant qu'on a une relation, que la suite un, elle est polynomiale en n. Alors, polynomiale en n, ça veut dire qu'elle va s'écrire a0 plus a1n plus etc. plus adn à la puissance d, où les termes a0 jusqu'à ad sont des nombres réels, et je vais supposer que ad est différent de 0. Alors on sait bien que toutes les puissances de n où l'exposant est strictement plus petit que d sont négligeables devant n à la puissance d. Alors là, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de dire que un va être égal à ad n à la puissance d plus un petit taux de n à la puissance d? Alors, puisque là, je dis que a0 plus a1n plus ad-1 n à la puissance d-1, c'est une somme de suites négligeable devant n à la puissance d. Alors ici, effectivement, on va pouvoir le dire comme cela, puisque les termes qui sont juste avant a puissance d, eh bien, on a des termes dans la somme. Donc ça veut dire que le nombre de termes de la somme ici ne dépend pas de n. Donc comme chaque terme est négligeable devant n à la puissance d, la somme de ces suites sera encore négligeable devant n à la puissance d, ce qui permet donc de conclure que un est équivalent à a puissance d, n à la puissance d. Donc c'est ce que vous avez dit en terminale l'année dernière en disant une suite qui est polynomiale en n, eh bien elle se comporte comme, je dis bien à l'infini, hein, elle se comporte comme le terme de plus haut degré. Voilà. Donc là, on a finalement résumé ceci en une expression. La suite un est équivalente à ad n à la puissance d. Alors, on va voir maintenant que la notion d'équivalence de suite est une relation d'équivalence au sens où on a parlé de relation d'équivalence en début d'année. La proposition suivante atteste que la relation d'équivalence sur les suites est une relation d'équivalence sur l'ensemble des suites qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang. Alors on va démontrer cette proposition et ça sera l'occasion de revoir les définitions de être réflexif, être symétrique, être transitif. Alors pour la réflexivité, on doit montrer que si un est une suite de Kn qui ne s'annule plus à partir d'un certain rang, eh bien un est équivalente à un. Donc si on travaille avec des suites qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, on peut évidemment écrire le rapport un sur un lorsque n est suffisamment grand pour que le terme général ne s'annule pas. Ce terme qui va donc être constant et égal à 1 à partir d'un certain rang, et qui est donc une expression qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc on récupère sans peine que un est bien équivalente à un. Comme ceci est valable pour n'importe quelle suite dont le terme général ne s'annule plus à partir d'un certain rang, eh bien la relation équivalent est réflexive. Donc ça, c'est pour le premier point. Pour la symétrie, ce qu'on doit démontrer, c'est que un est équivalente à Vn si et seulement si Vn est équivalente à un. Ce qui nous permettra d'ailleurs de dire, une fois qu'on aura démontré cette propriété, que un et Vn sont équivalentes. Donc on va se donner de suite un et Vn qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, qui vérifie cette propriété. Je vais supposer que un est équivalente à Vn. Donc je vais supposer ceci. Alors, si on suppose ça, alors qu'est-ce qu'on peut affirmer? Eh bien, si je me place après un rang où Vn, on est sûr qu'elle ne s'annulera plus, cette définition est équivalente à dire que le rapport des deux tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini.
Or, je sais que si une suite tend vers 1, il existe un rang à partir duquel elle ne s'annule plus. Donc, par opération algébrique sur les limites, je sais que l'inverse de UN sur Vn est une suite qui est bien convergente et qui va converger vers 1 sur 1 par opération sur les limites. Or, ce rapport est égal à Vn sur Un, ce qui permet bien d'attester que Vn sur Un tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Ce qui permet donc de dire que Vn est équivalente à Un. Donc on vient de démontrer que si Un est équivalente à Vn, alors Vn est équivalente à Un. Évidemment, une fois qu'on a démontré ça, on a aussi l'autre sens, puisque les deux relations ici sont entièrement symétriques. Il suffit d'échanger les rôles de Un et Vn. Ce qui permet de dire que Un est équivalente à Vn, ceci est équivalent à Vn est équivalente à Un. La relation, elle est donc bien symétrique. Troisième point, la transitivité. Donc cette fois-ci, on va se donner trois suites. Un, Vn et Wn, mettons. Et ces trois suites, on va évidemment les prendre non nulles à partir d'un certain rang. Et on va supposer que Un est équivalente à Vn et Vn est équivalente à Wn. L'objectif va être de démontrer que Un est équivalente à Wn. Alors on va se placer un rang à partir duquel on est sûr que Wn ne s'annule plus pour former le quotient. Et on va faire une opération blanche pour faire intervenir la suite Vn qui va nous permettre de faire le lien entre les deux. Donc cette opération blanche, elle est toute simple. On fait apparaître ici Vn au dénominateur pour que cette suite tende vers 1, et on le fait immédiatement apparaître au numérateur pour faire apparaître une suite qui converge vers 1. C'est bien une opération blanche, puisque si on se place à partir d'un rang à partir duquel Wn et Vn ne s'annulent plus, on est sûr que ça existe, eh bien on pourra simplifier le facteur au numérateur et au dénominateur. Seulement, écrit comme ça, je peux exploiter les deux informations qui sont ici. La première révèle que cette suite, elle tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Et la seconde révèle que cette suite tend également vers 1 lorsque n tend vers l'infini. On peut donc appliquer les théorèmes du cours sur les suites convergentes. On sait qu'un produit de suites convergentes converge et converge vers le produit des limites. Donc ceci va converger vers 1. Donc, on récupère que le quotient Un sur Wn convergeant vers 1, la suite Un va donc être équivalente à la suite Wn. Alors, on peut tout de suite enchaîner sur une remarque importante, puisque quand on avait écrit la définition de deux suites équivalentes, on avait dit que si deux suites sont équivalentes, cela signifie que Un, donc on avait vu que Un était équivalente à Vn, alors ceci était équivalent, par définition, à Un était égal à Vn, plus un terme négligeable devant Vn. Ce qui induisait du coup une dissymétrie entre Un et Vn. Eh bien, on vient de voir par symétrie que ceci est équivalent à dire que Vn est égal à Un plus un terme négligeable devant Un. Donc ça permet de rétablir cette dissymétrie et ça nous permettra de dire, pour parler de cette relation, au lieu de dire Un est équivalente à Vn, on pourra dire Un et Vn sont équivalentes. Puisqu'on peut le lire dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est la première remarque qu'on peut faire, étant donné que la relation est symétrique. Alors, une autre remarque, pour cette fois-ci, dire ce que nous apporte la transitivité. Et c'est pas rien. La transitivité nous dit que comme Un est équivalent à Vn et Vn équivalent à Wn entraîne que Un est équivalent à Wn, on pourra adopter le même genre de notation qu'on emploie pour des égalités. On va pouvoir les enchaîner. C'est-à-dire qu'on aura totalement le droit de dire cette relation-là. On aura tellement le droit d'écrire ça, puisque si Un est équivalent à Vn et Vn équivalent à Wn, on a Un qui est équivalent à Wn. Ce qui veut donc dire qu'on pourra écrire comme ça des chaînes d'équivalence et pouvoir dire par transitivité que
dans cette chaîne d'équivalence, je peux par exemple dire que Vn est équivalent à Tn. Je peux par exemple dire que, en bout de chaîne, Un est équivalent à Zn. Donc, puisque la transitivité nous permet de passer dans un sens ou dans l'autre. Ou dire, puisque encore une fois le sens importe peu, que Tn est équivalente à Un, puisqu'elle est équivalente à n'importe laquelle de ces suites dans cette chaîne. Donc cette transitivité va nous apporter un confort pour pouvoir enchaîner des relations d'équivalence jusqu'à obtenir, on le verra, une suite qui est suffisamment simple pour pouvoir répondre à des questions qui vont être traitées grâce à la notion d'équivalence. Donc ces deux remarques sont importantes pour la suite. Donc dans cet exercice, nous allons démontrer que si deux suites sont équivalentes, ici Un est équivalente à Vn, alors être négligeable devant Un ou être négligeable devant Vn, c'est la même chose. Autrement dit, si on a cette propriété, Tn est un petit o de Un, si et seulement si Tn est un petit o de Vn. Donc c'est pour ça qu'on le note avec cette égalité-là. On dit qu'être petit o de Un et être petit o de Vn, c'est la même chose. Donc ceci signifie en d'autres termes que l'ensemble des suites négligeables devant Un est égal à l'ensemble des suites négligeables devant Vn. Ça, cette propriété, enfin cet exercice qu'on va démontrer, nous permettra de remplacer la suite dans le petit o par une suite la plus simple possible, bien entendu. Bon, alors démontrons ça, on va voir que c'est pas difficile du tout. Alors en fait, il suffit de démontrer que si Tn est un petit o de Un, alors Tn est un petit o de Vn, puisque le problème sera entièrement symétrique si on va dans l'autre sens. Donc c'est parti. Supposons donc que Tn est un petit o de Un. Alors cela signifie quoi? Si on travaille avec des suites qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, on peut travailler avec le quotient. Mais ici, j'ai envie de décrire ça avec l'écriture, on va dire, la réécriture des petits o. Donc cela, ça signifie que la suite Tn, elle est égale à Un fois epsilon n, où la suite epsilon n est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On sait qu'il existe une suite qui vérifie ça. Moi, ce que j'aimerais démontrer, c'est que la suite Tn, elle est donc négligeable devant Vn également. Donc je vais faire le même coup qu'on fait habituellement, je vais faire une opération blanche. Donc je sais que les suites, elles ne s'annulent plus à partir d'un certain rang. On a assuré que dans ce chapitre-là, on travaillerait toujours avec des suites de ce type. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ici Vn multiplié par une suite qui converge vers 0. Bon, je vais détruire le terme Vn que je viens d'écrire sous cette forme-là. Donc on fait une opération blanche en faisant apparaître Vn et en faisant disparaître Vn. Ce qui va m'intéresser, c'est quelle est la nature de cette suite. Ici, j'ai une suite qui tend vers 0, et ici, comme on a supposé que Un est équivalent à Vn, cette suite, elle converge vers 1. On sait que le produit d'une suite qui converge vers 1 et d'une suite qui tend vers 0 est une suite qui converge vers 0, donc cette suite converge vers 0. Donc je peux parfaitement attester que la suite qui est ici tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, je peux attester que, a priori, la suite Tn, elle est donc égale à Vn plus une suite qui tend vers 0, elle est donc négligeable devant Vn. On vient bien de démontrer que si Tn est négligeable devant Un, alors Tn est négligeable devant Vn. Mais comme l'hypothèse est symétrique, on peut évidemment faire le même raisonnement en partant de Tn négligeable devant Vn et remonter le raisonnement, puisqu'il suffit finalement d'échanger le rôle de Tn et d'échanger le rôle de Un. Donc ce qu'on a fait dans ce sens-là, on peut évidemment le faire dans l'autre sens, en remplaçant Un par Vn et Vn par Un, là où ces suites interviennent. Donc on vient bien de voir que être négligeable devant Un et être négligeable devant Vn, c'est la même chose, lorsque Un est équivalent à Vn. Ce qui nous permettra d'affiner nos suites de comparaison. Quand on cherche à faire une comparaison à une suite, on a intérêt à ce qu'elle soit la plus simple possible. Eh bien, cette propriété va nous permettre d'obtenir les suites les plus simples possibles dans les petits o.
un exercice qui va nous aider à avoir une meilleure intuition sur la notion de suite équivalente. Donc si on se donne une suite qui ne s'annule plus à partir d'un certain rang, je l'appelle UN, je voudrais qu'on trouve tous les nombres C, réels ou complexes, tels que UN soit équivalent à CUN. C'est-à-dire quelles sont les constantes C pour lesquelles une suite est équivalente à une suite qui lui est proportionnelle. Alors, c'est très évident, mais c'est juste ce que ça va nous aider dans la pratique, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va se donner un C qui vérifie cette propriété, hein. Donc là, c'est un raisonnement par analyse-synthèse. Donc on se donne un C qui vérifie cette propriété, donc soit C tel que UN est équivalente à CUN. Si on écrit la définition comme les suites ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, cela signifie que le rapport CUN sur UN, ce rapport doit tendre vers 1, doit converger vers 1, lorsque n tend vers l'infini. C'est-à-dire, si on simplifie ce rapport, que C, la suite C, tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Seulement la suite constante égale à C, on sait qu'elle converge déjà vers C. Donc on peut conclure par unicité de la limite, comme la suite constante égale à C converge vers C, si elle converge vers 1, on obtient donc que C est égal à 1. Ce qui veut donc dire que la seule valeur de C pour laquelle on a cette propriété-là, c'est C est égal à 1. Il nous reste à traiter la réciproque, mais la réciproque est évidente, puisque ça fait partie des propriétés qu'on a déjà vues. Réciproque, on a bien UN qui est équivalente à UN, puisque la relation équivalent est réflexive. Donc qu'est-ce que ça nous raconte, ça? À chaque fois qu'on a vu un petit exercice, on a vu que ça nous racontait des petites choses intéressantes sur les équivalents, sur les petits taux. On va essayer de faire le bilan de ces deux exercices. Alors, par exemple, le bilan du premier exercice, c'est que, imaginons que j'ai une suite, et que j'obtiens, par un biais qu'on ne connaît pas, que cette suite est négligeable devant n carré plus n. Alors, on ne laissera pas cette relation comme ça, puisque on sait bien que n carré plus n, c'est n carré plus un terme négligeable devant n carré, ceci est équivalent à n carré. Or, on sait que si deux suites sont équivalentes, elles définissent le même petit taux. Donc dire que UN est un petit taux ou est négligeable devant n carré plus n, c'est équivalent à dire que UN est négligeable devant n carré. Donc ça, c'est grâce à la propriété qu'on a vue juste avant, c'était l'exercice précédent, cet exercice-là, où on disait que si UN est équivalent à Vn, alors être négligeable devant l'un, c'est être négligeable devant l'autre. Donc on voit que cette propriété-là, elle va nous permettre d'obtenir dans le petit taux une suite qui est la plus simple possible. Le deuxième exercice, lui, il nous raconte quoi? Bien, si on obtient que UN est équivalente, par exemple, à 2 sur n, eh bien, le 2 ici, dans l'équivalent, on ne pourra pas le simplifier. Hein, certains étudiants, à tort, disent que cette suite, si elle est équivalente à 2 sur n, elle serait équivalente à 1 sur n. Non, 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 c'est complètement faux, puisque si deux suites sont proportionnelles, eh bien elles sont équivalentes si et seulement si le coefficient de proportionnalité est égal à 1. Donc cette suite, elle est équivalente à 2 sur n, et rien qu'à 2 sur n. Donc les constantes sont très très importantes dans les équivalents, on ne peut pas les supprimer. Donc cet exercice-là nous dit que la seule possibilité pour avoir ça, c'est que C soit égal à 1. Donc on ne peut pas simplifier cet équivalent, il est déjà complètement simplifié. Donc voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on peut conclure après ces deux exercices. Ils éclairent encore un petit peu mieux la notion d'équivalent. Nous allons voir maintenant les grands théorèmes sur la notion de suite équivalente, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque deux suites sont équivalentes. Alors le premier grand théorème sur les suites équivalentes, c'est de dire que si on prend deux suites, je le rappelle, hein, qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, si leurs termes généraux sont équivalents et si l'une d'elles tend vers une limite réelle ou éventuellement plus l'infini ou moins l'infini, alors UN, elle tendra vers la même limite que Vn. Que cette limite soit finie ou non, les deux suites, elles auront la même limite. Alors évidemment, c'est un résultat
intéressant, puisqu'on a vu que grâce aux équivalents, on allait pouvoir probablement se ramener à des suites plus simples que la suite originelle. Donc on voit tout de suite l'importance d'un tel résultat que l'on va démontrer. Donc on va supposer que UN est équivalente à Vn. Donc, supposons que UN est équivalente à Vn. Et supposons que la suite Vn converge vers le nombre réel L. Là, je vais supposer que L est un nombre réel. J'y reviendrai quand L tend vers plus l'infini ou quand L tend vers moins l'infini. L'objectif est de démontrer que UN tend vers L également. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de réécrire UN à l'aide de la suite Vn, puisque c'est sur la suite Vn que j'ai des propriétés. Bon, on va faire notre opération blanche dont on a l'habitude. Donc on va introduire la suite Vn et on va l'éliminer immédiatement. Donc si j'écris ce terme-là sous cette forme-là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens que cette suite-là, ça c'est pas un scoop, cette suite, on sait par hypothèse que comme UN et Vn sont équivalentes, c'est l'hypothèse qui est ici, cette suite, elle tend, lorsque n tend vers plus l'infini, elle tend vers le nombre 1. Conclusion, si la suite Vn, elle converge vers L, ici on a un produit de suites convergentes, on sait qu'un produit de suites convergent et converge vers le produit des limites. Donc là, on va récupérer que la limite, ça sera L multiplié par 1, ça sera donc bien L. Donc si on suppose que la suite UN converge vers L, alors dans ce cas-là, on obtient bien que la suite UN, elle convergera vers la même limite. Alors si on se place avec d'autres hypothèses, cette fois-ci, si je suppose que la suite Vn, elle tend vers, imaginons, plus l'infini. Donc on dit plus converger, hein, on dit elle tend vers plus l'infini. Alors est-ce que le résultat change fondamentalement? Alors non, je ne crois pas, puisque ici, si on reprend la démonstration, on fait exactement la même opération blanche et on regarde ce qu'il se passe. Cette suite tend vers 1, et cette suite, on sait qu'elle tend vers plus l'infini. Or, on sait que le produit d'une suite qui tend vers 1 et d'une suite qui tend vers plus l'infini est une suite qui tend vers plus l'infini. Donc, on obtiendra bien que dans le cas où Vn tend vers plus l'infini, eh bien, on obtient que la suite UN, elle tendra également vers plus l'infini. Et si vous supposez que la suite Vn, elle tend vers moins l'infini cette fois-ci, eh bien on est exactement dans la même disposition, puisque ici, on fait le produit d'une suite qui converge vers 1 par une suite qui tend vers moins l'infini. On obtiendra donc, toujours grâce à la même opération blanche, que cette suite tend vers moins l'infini. Donc ici, l'important, c'est de faire cette fameuse opération blanche qui nous permet de récupérer le terme de UN en fonction de Vn. Et on voit que comme le facteur qui permet de passer de l'un à l'autre est quelque chose qui tend vers 1, eh bien il va conserver la notion de limite. Alors, il faut tout de même faire très attention, puisque la réciproque de ce résultat est fausse. La réciproque de ce résultat est fausse, c'est-à-dire que si vous prenez deux suites qui ont la même limite, elles ne sont évidemment pas nécessairement équivalentes. Alors c'est pas très compliqué de trouver des contre-exemples, c'est quasiment le thème de ce cours. Regardez, si je prends par exemple des suites qui tendent vers l'infini, je prends ln de n, elle tend vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini, je vais prendre n à la puissance 3, elle tend vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini, mais on est bien d'accord que ces suites-là, elles ne sont pas équivalentes, puisque ln de n divisé par n à la puissance 3, par croissance comparée, c'est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc évidemment, il est clair que ces deux suites ne sont pas équivalentes. On a d'autres exemples, hein. Si vous prenez des suites qui tendent vers 0, par exemple 1 sur n carré est une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, 1 sur n est également une suite qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Par contre, si vous formez le rapport entre 1 sur n carré et 1 sur n, ce rapport vaut 1 sur n, c'est quelque chose qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc on voit bien que ces deux suites ne sont pas équivalentes, puisque la limite de rapport est différente de 1. Ah oui, on sait bien que ln de n est négligeable devant n cube, et que 1 sur n carré est négligeable devant 1 sur n.
Donc attention, évidemment, la réciproque est fausse. Si on a deux suites équivalentes et que l'une d'elles converge vers une limite donnée, l'autre convergera vers cette limite. Mais par contre, on peut très bien avoir deux suites qui convergent vers la même limite ou qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, sans que les suites soient équivalentes. Je vous rappelle, c'est tout le cours de justement se doter d'outils pour pouvoir classer la rapidité de divergence vers plus l'infini ou de convergence vers zéro. Donc attention à ne pas utiliser la réciproque de ce résultat, qui est complètement fausse. Venons-en au corollaire 8, qui est tout de même une réciproque partielle à ce résultat, qui va permettre de révéler que la notion de suite équivalente n'a d'intérêt que lorsqu'une suite diverge vers plus l'infini, vers moins l'infini, ou diverge grossièrement, ou lorsque UN est une suite qui tend vers 0, là, la notion de suite équivalente va prendre toute sa force. Par contre, dans le cas où une suite converge vers un nombre réel ou complexe différent de 0, cette notion-là, elle n'a pas d'intérêt particulier, et c'est le corollaire 8 qui l'atteste. Je m'explique. Si vous prenez une suite UN numérique, et elle a un nombre différent de 0, alors converger vers elle et être équivalent à elle, c'est exactement la même chose. La démonstration, elle est d'ailleurs très très simple, puisque on peut dire que UN converge vers le nombre L, puisque L est différent de 0, c'est donc directement équivalent à dire que UN sur L est une suite qui est convergente, puisqu'elle converge comme quotient de suite convergente, vers L sur L, convergente vers 1. Ce qui est donc équivalent évidemment à dire que le terme général UN est équivalent à L. Alors bien entendu, ceci est complètement faux si on n'a pas l'hypothèse fondamentale de ce résultat, c'est que évidemment L doit absolument être différent de 0. On voit bien pourquoi d'ailleurs dans la démonstration. Donc sous cette hypothèse-là, eh bien, on a directement l'équivalence entre les deux propriétés. Donc ça permet de dire, au passage, toujours sous l'hypothèse que L soit différent de 0, que si UN est équivalente à L, et si Vn est équivalente à AL, alors donc on obtiendra que par transitivité UN est équivalente à Vn. De façon donc complètement équivalente, si vous avez une suite Vn qui converge vers L et une suite UN qui converge vers L, eh bien alors, donc, sous ces hypothèses-là, vous obtenez que UN est équivalente à Vn. Ce qui veut donc dire que deux suites qui convergent vers la même limite, si cette limite, je le répète, est différente de 0, alors les termes généraux sont équivalents. Alors ça nous indique déjà que lorsque deux suites convergent vers des limites différentes de 0, comme elles sont déjà directement équivalentes, et que l'équivalent le plus simple qu'on puisse trouver, évidemment c'est leur limite, puisque chacune d'elles est équivalente à L, on voit tout de suite que la notion de suite équivalente, elle ne sera pas très intéressante pour les suites qui convergent vers un nombre qui est différent de 0. La notion d'équivalence sera très intéressante lorsqu'on travaille avec des suites qui divergent vers plus l'infini, vers moins l'infini, plus grossièrement, ou vers des suites qui convergent vers 0 pour mesurer à quelle vitesse ces suites convergent vers 0. Donc ce résultat-là, il est trivial, et il renforce quelque part l'intérêt des équivalents pour les suites que je viens de citer. Alors après avoir démontré que la notion de suite équivalente converge la notion de limite, puisque deux suites équivalentes possèdent la même limite, une autre propriété qui est conservée lorsque deux suites sont équivalentes, c'est le signe. Alors évidemment, cette propriété, elle va être conservée à partir d'un certain rang, puisque l'équivalence est une propriété asymptotique. Donc on va démontrer ce résultat-là, qui sera bien pratique lorsqu'il s'agira de démontrer qu'une suite est par exemple croissante ou décroissante à partir d'un certain rang, puisqu'on verra que justement, pour avoir le signe à partir d'un certain rang, il suffira de récupérer un équivalent. Donc on va se donner UN et Vn deux suites numériques, dont les termes généraux sont équivalents, et on doit démontrer que le signe de UN et le signe de Vn, c'est le même à partir d'un certain rang. Alors, je vous rappelle que deux nombres sont de même signe si et seulement si leur produit est positif. Or ici, ça va être assez facile, leur produit ou leur quotient d'ailleurs, pour le coup. Et ici, il s'agit plutôt de travailler avec le quotient, puisque ici, on sait que les suites sont équivalentes. Donc,
comme UN est équivalente à Vn, on a donc par définition, puisque je rappelle qu'on travaille avec des suites qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, que le rapport de UN sur Vn tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc si je choisis par exemple dans la définition de la convergence, epsilon est égal à 1,5, pour m'assurer que la distance entre UN sur Vn et donc sa limite soit plus petite que 1,5. Je peux dire qu'il existe un rang, que je vais appeler n0, appartenant à n, tel que, quel que soit n appartenant à n, si n dépasse n0, alors la distance entre un sur Vn et 1, ce rapport-là est inférieur ou égal à 1,5. Alors comme ici on parle de signes, on travaille bien entendu avec des suites réelles, donc dire que la distance entre un sur Vn et 1 est plus petit que 1,5, ça nous permet de dire que le rapport un sur Vn va être compris entre 1 plus 1,5, donc 3,5, et 1 moins 1,5, 1,5. On peut donc en déduire que le rapport un sur Vn étant supérieur ou égal à 1,5, c'est ce qui m'intéresse, ce rapport est donc strictement positif. Donc on peut bien attester à partir de cette propriété que quel que soit n supérieur ou égal à n0, le signe de un est bien égal au signe de Vn, puisqu'on vient de déterminer le signe du quotient, et le quotient est positif si et seulement si les termes un et Vn sont de même signe. Donc on vient bien de démontrer que il existera donc bien un rang à partir duquel on est certain que les suites seront de même signe. Donc à utiliser, à exploiter, lorsqu'on aura démontré que des suites sont par exemple monotones à partir d'un certain rang. On peut donc dresser un bilan de cette séquence où il était question donc de dire qu'est-ce qui se passe quand deux suites sont équivalentes, c'est-à-dire quelles sont les propriétés qui sont conservées par l'équivalence. Eh bien, on vient de démontrer que si un est équivalent à Vn, la première des propriétés, c'est que les suites un et Vn sont de même nature. Les suites un et Vn sont de même nature. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Si on arrive à trouver une suite Vn qui est équivalente à Vn et qui est beaucoup plus simple à étudier que un, eh bien on saura que la nature de un sera pourtant la nature de Vn. On peut même dire plus précisément que si l'une des deux est convergente vers L, l'autre sera automatiquement convergente vers L, mais tout ça c'est évidemment inclus dans être de même nature. Et la deuxième propriété conservée, alors cette fois-ci à partir d'un certain rang, c'est le signe. Alors, elles ont le même signe. Elles ont le même signe à partir d'un certain rang. Donc ça, c'est pas forcément pour tout n, bien entendu. On l'a démontré ci-dessus. Donc elles ont le même signe à partir d'un certain rang. Donc on voit que la notion d'équivalence, ça conserve la nature de la suite, quand on a une chaîne de suites équivalentes, mais aussi le signe à partir d'un certain rang. Faites quand même très très attention, il y a quand même un point important, c'est que si on a cette propriété, alors on a les propriétés qui sont ici, mais faites très attention, la réciproque est fausse. N'oubliez pas la définition de suite équivalence, et ne vous faites pas une idée de cette définition à l'aide des propriétés des grands théorèmes des équivalents. Il y a la définition, il y a les théorèmes, c'est pas la même chose. Alors maintenant que nous venons de voir tous les bienfaits qu'on a à savoir que deux suites sont équivalentes et toutes les propriétés qu'elles conservent, on va maintenant étudier les manipulations algébriques de l'équivalence. C'est-à-dire quelles sont les opérations qui fonctionnent bien avec le symbole équivalent. Alors, on va voir que le symbole équivalent a un excellent comportement vis-à-vis du produit, et on verra plus tard qu'il a un comportement fort mauvais vis-à-vis de la somme. Donc, on va déjà démontrer toutes les propriétés qui concernent le produit. On va voir encore une fois que les démonstrations sont extrêmement simples. Il suffit de faire des opérations blanches dans la plupart des cas.
Alors ici, on va supposer évidemment que toutes les suites qui interviennent dans cette propriété sont des suites, comme d'habitude, qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang, ce qui signifie en d'autres termes que les quotients, je pourrais toujours les écrire à partir d'un certain rang. Alors là, en l'occurrence, pour le premier point, on sait que UN est équivalente à Vn, on voudrait savoir si ces deux suites sont équivalentes. C'est tout simple, il suffit de former le quotient de la première et de la deuxième. On s'aperçoit immédiatement qu'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. On récupère donc le rapport de UN et de Vn, mais comme on sait que UN et Vn sont équivalentes, on sait que ce rapport tend vers 1, donc le rapport de ces deux suites tend vers 1, donc on aura bien que UNAN est équivalente à VNAN. Et c'est réglé. Pour le deuxième point, on suppose que UN est équivalente à Vn et que AN est équivalente à Bn, et on veut démontrer que le rapport de UN et de Vn que la suite UNAN est équivalente à la suite VNBN, donc on forme le rapport. Ce rapport, si on l'écrit en exploitant les hypothèses que l'on a, on peut l'écrire sous cette forme-là, en isolant le rapport UN sur Vn et le rapport Bn sur An. Comme la première suite tend vers 1, puisque UN est équivalente à Vn, et que la deuxième suite tend vers 1, puisque An est équivalente à Bn, comme un produit de suite convergente est convergent vers le produit des limites, ceci va converger vers 1. Donc, on peut conclure que UN AN est donc bien équivalente à VN BN. Donc, ce qu'on pourra dire globalement, grossièrement, qu'on peut faire un produit d'équivalent membre à membre. C'est exactement ce qu'on est en train de faire pour affirmer cette propriété. Alors, on est en train de dire que ce qui marche pour le produit, ça fonctionne encore avec le quotient. C'est pas très difficile non plus. Si on fait le rapport entre UN sur AN et VN sur BN, on va retrouver un produit de termes qui est sensiblement différent de celui du dessus. En fait, on aura juste inversé les proportions entre AN et BN. On récupère ce quotient-là, BN sur AN, et ceci tend évidemment vers 1 lorsque N tend vers l'infini, puisque c'est un produit de suite convergente vers 1. On récupère donc une nouvelle fois que UN sur AN est donc équivalent à VN sur BN. Ce qui signifie en d'autres termes que, quand on a un quotient, on peut remplacer le numérateur par une suite qui est équivalente et remplacer le dénominateur par une suite qui lui est équivalente. Ou, en d'autres termes, faire des quotients d'équivalent. Mais nous, on l'utilisera plutôt dans la stratégie de « j'ai un quotient, je voudrais trouver une suite équivalente plus simple. Eh bien, si je trouve une suite équivalente à UN, eh bien, le terme que je vais récupérer, le quotient que je vais récupérer, sera bien équivalent au terme de départ. » Donc c'est plutôt dans cette optique-là qu'on va utiliser ce résultat. Alors le dernier point, attention, ce dernier point ne fonctionne qu'à une condition très particulière sur S, c'est que S doit être un nombre indépendant de N. Donc ça, c'est très important de le signaler correctement. Ça marchera par exemple pour la racine cubique, pour l'inverse, enfin pour toutes les puissances réelles à partir du moment où le terme S, la puissance S, ne dépend pas de N. Alors la démonstration va être fort simple, puisque, encore une fois, comme on travaille avec des suites, alors ici, quand la puissance est réelle, pour que la puissance soit définie, il va en plus falloir que les suites soient à terme strictement positifs, sinon les puissances ne sont pas définies. Donc ici, attention, UN et Vn sont à valeur strictement positive, c'est à vous de regarder les définitions des objets. Donc nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que ce rapport, eh bien, il tend vers 1. Or, on a vu par propriété des puissances que ceci, c'était UN sur Vn à la puissance S. On a vu également que par définition d'une puissance réelle, on récupère ici exponentielle de S ln du rapport UN sur Vn. Là, maintenant, on n'a plus qu'à composer les limites, puisque le terme UN sur Vn tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Ceci va entraîner par continuité du logarithme que le logarithme de ce quotient tend vers ln de 1 est égal à 0.
Donc ça, c'est parce que le logarithme, il est continu en 1. On peut bien passer à la limite ici. Si vous multipliez ce résultat par un nombre justement qui ne dépend pas de n, et on voit bien l'importance de la non-dépendance en n, eh bien ceci va tendre vers 0 également. C'est simplement les opérations sur les limites. Et on n'a plus qu'à regarder ce qui se passe dans l'exponentielle. Et quand le terme dans l'exponentielle tend vers 0, par continuité de l'exponentielle, l'ensemble va tendre vers exponentielle de 0. Donc on n'a plus qu'à invoquer une dernière fois une propriété de continuité. Ici, il s'agit de la continuité de l'exponentielle. On récupère donc le rapport un à la puissance s sur vn à la puissance s va donc tendre vers exponentielle de 0, c'est-à-dire vers 1. Donc on récupère directement que un à la puissance s est donc équivalent à vn à la puissance s. Donc on récupère bien que les puissances sont équivalentes. Alors maintenant, quelques chansons qui vont être à la mode dans cette partie du cours. Alors je vais commencer par la fin. Il y a un truc qu'on n'écrira jamais, 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 jamais. Si vous écrivez ça, ça veut dire que vous avez déjà fait probablement une demi-douzaine d'erreurs fondamentales sur la manipulation des équivalents. Donc on n'écrira jamais d'équivalent à 0. Jamais. Alors je vous explique ce que c'est qu'une suite équivalente à 0. On peut quand même regarder, même si on l'écrira jamais. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Hein. Donc une suite qui est équivalente à 0, ça voudrait dire quoi? Un est équivalente à 0 si et seulement s'il existe hn qui converge vers 1, tel que un est égal à hn fois 0. Donc ça veut dire que la suite un est nulle, ou nulle à partir d'un certain rang. Donc en fait, les suites qui sont équivalentes à 0, ce sont les suites qui sont nulles à partir d'un certain rang. Point final. Comme nous, en plus, on étudie toujours des suites qui sont non nulles à partir d'un certain rang, on voit bien que cette notion n'a aucun intérêt. Donc on ne l'écrira jamais. Être équivalente à 0, c'est être nul à partir d'un certain rang. Donc une suite qui converge vers 0, par exemple, elle n'est pas équivalente à 0. Hein. 1 sur n, c'est pas équivalent à 0. Vous voyez? Parce que 0 divisé par 1 sur n, ça fait toujours 0, ça tendra jamais vers 1. Donc voilà, ça, pour vous dire que jamais, jamais on écrira qu'une suite est équivalente à 0. Jamais, 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 jamais. Alors, deuxième interdiction, un gros interdit, on verra d'ailleurs comment pallier à ce problème un petit peu plus tard. On n'additionnera jamais des équivalents. Jamais. Dans ces cas-là, on les écrira sous une autre forme, je vous l'expliquerai plus tard, mais jamais on additionne des équivalents. Alors, je vous donne un exemple. Je prends par exemple un, qui est égal à, alors je vais prendre par exemple 1 sur n plus 1 sur n carré, et je vais prendre Vn va être égal à moins 1 sur n plus 1 sur n cube. Vous voyez? Alors, il est bien clair que comme 1 sur n carré est négligeable devant 1 sur n, vous avez que un est équivalente à 1 sur n. Pour les mêmes raisons, vous avez que Vn est équivalente à moins 1 sur n. Additionner des équivalents, ça reviendrait donc à dire que un plus Vn est équivalente à 0. C'est-à-dire serait nul à partir d'un certain rang. Or, si vous ajoutez un et Vn, ce que vous obtenez, c'est 1 sur n carré plus 1 sur n cube. Et comme 1 sur n cube est négligeable devant 1 sur n carré, on obtient que cette suite, elle est bien équivalente à 1 sur n carré. Donc, qui n'a rien à voir avec ce qu'on obtiendrait si on additionnait les deux équivalents qui sont ici. Donc, vous voyez, on n'additionnera jamais des équivalents. Cette règle, elle ne fonctionne pas. Donc on peut globalement dire que tout ce qui est issu de l'addition se passe mal par rapport aux équivalents. Donc ça, on ne le fera jamais, jamais, jamais. De même, on n'applique jamais une fonction à un équivalent. Alors vous allez me dire, mais dans cette relation-là, vous avez appliqué la puissance s. Oui, c'est vrai, mais je ne l'ai pas dit tout à fait de la même façon, et en plus, je l'ai démontré. Mais pour les autres fonctions, on ne le fera jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Si vous prenez, par exemple, n carré plus n, lorsque n tend vers l'infini, c'est équivalent évidemment à n carré, puisque n est négligeable devant n carré. Alors, si je regarde maintenant l'exponentielle de chacun des termes, donc on peut se poser la question, est-ce que exponentielle de n plus n carré est équivalente à exponentielle de n carré? Pour ça, je forme le quotient. Par propriété de la fonction exponentielle, ce quotient vaut exponentielle n. Et vous notez quand même que exponentielle n, ça ne tend pas du tout vers 1, donc lorsque n tend vers l'infini. C'est-à-dire que n est négligeable devant n carré.
cette suite, elle tend vers plus l'infini. Elle ne tend pas vers 1. Moralité, est-ce que ces deux suites-là sont équivalentes? Pas du tout. Donc on voit que la notion de suite équivalente passe mal par application d'une fonction, d'autant plus une fonction comme l'exponentielle qui tend vers l'infini très très vite, donc qui a tendance à exploser les différences. On verra que pour le log, la situation est beaucoup plus favorable puisqu'elle écrase les différences, et on verra ce qu'il convient de faire quand on travaille avec un logarithme. Mais, de façon générale, on n'appliquera jamais une fonction à un équivalent. Alors, vous allez essayer de contourner évidemment le problème astucieusement en disant, oui, bah, si je fais pas ça, je peux quand même prendre un équivalent à l'intérieur de la fonction, en disant, bon, bah, comme ça c'est équivalent à n carré, ça va être équivalent à exponentielle de n carré. Donc on voit qu'on aboutit à la même ignominie, vous voyez? Donc, on n'appliquera jamais une fonction à un équivalent, mais on ne fera pas le truc un peu plus espiègle de prendre un équivalent à l'intérieur de la fonction. Ça ne marche pas non plus. Donc on ne prendra pas d'équivalent à l'intérieur d'une fonction, et ça on ne le fera jamais, jamais, jamais. Donc pour la somme, je vous montrerai un petit peu plus tard comment on se débrouille quand il faut travailler avec des sommes. On va voir qu'on va revenir à la définition des équivalents avec les petits taux pour éviter ce genre de problème. On va continuer avec un exercice. On va simplement montrer que ln de n plus 1 est équivalent à ln de n. Donc là, vous avez bien compris qu'avec tous les interdits que j'ai donnés juste avant, il ne s'agit pas de dire « Oh bah, on a n plus 1 qui est équivalent à n, donc ça fonctionne bien ». Non, on ne peut pas dire ça, parce qu'on n'a pas le droit d'appliquer une fonction à un équivalent. J'ai pas non plus le droit de prendre un équivalent dans le log, puisqu'on n'a pas le droit d'appliquer une fonction à un équivalent. Donc on va voir que ce qui fonctionne bien, dans ce cadre-là, c'est de faire ce que vous avez par exemple toujours fait en terminale, c'est de factoriser le terme dominant dans le log. Alors maintenant, le terme dominant, ça prend tout son sens, puisque là, on est dans une somme. Il faut regarder dans cette somme lequel des deux est négligeable par rapport à l'autre. Comme 1 est négligeable devant n, ce que l'on va donc faire, c'est factoriser le terme dominant dans le log. Alors on va tout de suite voir l'intérêt de faire cette factorisation dans le logarithme. Donc déjà, on récupère 1 plus 1 sur n. Ben, comme dans le logarithme, on sait que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, on va pouvoir écrire que cette relation donne ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n. Donc la question est maintenant de savoir, ces deux termes sont équivalents si et seulement si ce terme-là est négligeable devant ln de n. Or, par continuité de la fonction logarithme, le terme ln de 1 plus 1 sur n tend vers ln de 1 lorsque n tend vers l'infini. Donc ça, c'est par continuité de logarithme. ln est continu en 1, donc on peut passer à la limite dans le logarithme. Donc ce qui signifie que ce terme-là, en d'autres termes, il tend vers 0, puisque ln de 1 est égal à 0. Par conséquent, si vous calculez la limite du rapport ln de 1 plus 1 sur n divisé par ln de n, vous avez le rapport d'une suite qui tend vers 0 divisé par une suite qui diverge vers plus l'infini. Donc là, il n'y a pas du tout de forme indéterminée. Le rapport tend bien vers 0, par opération sur les limites. On en déduit donc que le terme qui est ici, étant donné que divisé par ln de n, il tend vers 0, ce terme-là est donc un terme négligeable devant ln de n. On vient donc de démontrer que ln de n plus 1 est donc égal à ln de n plus un terme qui est négligeable devant ln de n. On vient bien de démontrer que ce terme-là est donc bien équivalent à ln de n. Donc vous voyez que ça marche plutôt pas mal avec le logarithme de factoriser. Ça marche plutôt pas mal parce qu'on sait que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Une fois qu'on aura éclaté le logarithme en morceaux, on n'aura plus qu'à regarder dans cette somme les termes qui sont négligeables devant le premier. Et comme on a mis en facteur le terme dominant, le terme prépondérant, bah, ça sera justement le premier facteur qu'on va récupérer. Charge à nous de montrer que les autres termes qu'on récupère sont bien négligeables devant le premier. Mais ça sera en général très très facile. En fait, si vous regardez attentivement, on a fait même un tout petit peu mieux.
on a démontré quelque chose d'un peu meilleur, puisqu'on a démontré que ln de n plus 1 est égal à ln de n plus précis que quelque chose négligeable devant ln de n, on a obtenu un terme qui tend vers 0, puisque ce terme-là, on a attesté qu'il tendait vers 0. Donc évidemment, cette écriture, elle est plus précise que la précédente, parce que être négligeable devant une suite qui tend vers l'infini, bah, ça peut être encore une suite qui tend vers l'infini. Par exemple, vous voyez, ln de n est une suite qui est négligeable devant ln de n, et pourtant elle tend vers l'infini. Donc l'écriture qu'on a récupérée en factorisant le terme dominant dans le log, elle est même plus précise, puisque si on a bien la garantie de factoriser le terme dominant, on est à peu près certain que le terme qu'on va récupérer ici, on en est même certain, on le démontrera, le terme qu'on récupère ici, il tendra toujours vers 0. Donc on voit que cette factorisation par le terme dominant dans le log, c'est la bonne opération. C'est ce qui marche tout le temps.